Que vous soyez débutant ou expérimenté avec une machine basique ou haut de gamme, vous rencontrerez des problèmes à un moment donné. Donc dans cette vidéo, nous allons passer en revue plus de 20 des problèmes les plus courants, allant des soucis agaçants de qualité d'impression jusqu'aux pannes catastrophiques. Pour vous aider à comprendre ce qui les provoque, et plus important encore, comment les résoudre rapidement, allons-y. Pour votre confort, j'ai découpé cette vidéo en sections qui sont ensuite subdivisées en chapitres. Nous allons commencer la liste par les problèmes liés au plateau d'impression, mais comme toujours, n'hésitez pas à utiliser les chapitres ci-dessous pour avancer. Vous pourriez apprendre, même dans une section que vous connaissez déjà. En impression 3D, le problème principal reste l'adhérence au plateau. Pour réussir une impression, il faut qu'elle dure assez longtemps pour permettre le dépôt des couches suivantes. Si vos impressions 3D se décollent en cours d'impression et créent des monstres de spaghettis, il est probable que le problème vienne de l'adhérence au plateau. Cela peut être causé par plusieurs facteurs que vous apprendrez à diagnostiquer plus tard dans la vidéo, comme une hauteur Z incorrecte. Mais pour l'instant, la première et la plus importante étape de diagnostic est celle qui ne fait absolument jamais de mal. Lavez votre plateau d'impression avec un liquide vaisselle dégraissant de haute qualité. Maintenant, j'ai tellement parlé de ce sujet sur la chaîne que je ne les compte plus. Mais tous les liquides vaisselle ne se valent pas, et il semble bien que les marques comme Dawn et Palmolive fonctionnent beaucoup mieux. Évitez aussi les liquides vaisselle avec de l'aloe, des agents hydratants ou indiqués doux pour la peau. On continue. Il est également préférable d'éviter de toucher le plateau de construction autant que possible. Lors du retrait des impressions 3D, un plateau propre résout la plupart des problèmes de décollement avec des filaments classiques comme le PLA et le PETG. Surtout avec certains de ces plateaux de construction à forte adhérence qui sont populaires sur le marché aujourd'hui. Parfois, avec certains modèles ou matériaux exotiques comme l'ABS ou le nylon, un décollement partiel ou total peut encore survenir. Cela se traduit souvent par un gauchissement, car le plastique refroidi se contracte et cherche à rétrécir, mais pas uniformément. Pour résoudre ce problème, nous avons toute une gamme d'outils à notre disposition. D'abord, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle des brims pour fixer les bords de l'impression, un peu plus à la surface d'impression. Sinon, pour des zones précises, nous pouvons utiliser des oreilles de souris. De plus, imprimer dans une enceinte fermée, voire fermée et chauffée, devrait aider avec certains matériaux plus exotiques et éviter les courants d'air sur les matériaux moins exotiques. Mais si aucune de ces solutions ne fonctionne, ou si vous voulez simplement un peu plus de sécurité, il vaut la peine d'investir dans un adhésif de plateau de haute qualité spécialement conçu pour les matériaux que vous imprimez. Mais beaucoup de personnes dans la communauté ne jurent que par D-Lac ou Vision Minor Nano. Ces adhésifs paraissent chers pour de la colle, mais selon mon expérience, ils valent vraiment le coup. Et ils vous éviteront de vous soucier de l'adhérence au plateau ou de perdre des impressions, surtout lorsque vous travaillez avec des matériaux plus coûteux. Une autre chose qui peut causer des problèmes d'adhérence au plateau, c'est d'imprimer un peu trop loin du plateau, par exemple 0,1 mm trop haut. A l'inverse, imprimer trop près du plateau peut causer un effet pied d'éléphant, des défauts ou des collisions entraînant des décalages de couches. La plupart des imprimantes modernes calibrent automatiquement le décalage de l'axe Z, mais elles ne sont pas infaillibles. Débris sur la buse ou changement de plateau peuvent perturber ces systèmes. Il vaut donc vraiment la peine de prendre le temps d'apprendre à quoi ressemble une buse trop proche ou trop éloignée. Voici donc quelques exemples d'une impression trop proche du plateau, beaucoup trop proche du plateau ou trop éloignée du plateau. Et juste comme il faut, allez-y et gravez ces images dans votre mémoire car elles vous aideront à diagnostiquer de nombreux problèmes que vous rencontrerez. Malheureusement, certaines marques modernes d'imprimantes 3D ne vous permettent pas vraiment de régler ou d'ajuster facilement et manuellement l'offset vous-même. Dans ce cas, il suffit de traiter la cause principale comme nettoyer la buse. Si vous pouvez l'ajuster sur votre imprimante, c'est généralement facile pendant l'impression. J'aime activer les bordures lorsque je ne suis pas sûr que mon décalage Z soit correct, car cela me donne l'occasion d'ajuster le décalage Z en temps réel. Avant que l'imprimante ne commence réellement, une autre chose qui est gérée automatiquement par la plupart des imprimantes modernes est le nivellement du plateau. Avec votre logiciel, l'imprimante détecte et compense les écarts de hauteur du plateau durant l'impression.
Cette compensation reste imparfaite et bien moins efficace qu'un plateau vraiment de niveau. Si vous voyez des zones plus fines ou épaisses sur votre impression, il est probable que le plateau n'ait pas de niveau. La plupart des imprimantes permettent de niveler manuellement le plateau avec des vis situées en dessous. Si c'est votre cas, prenez une feuille et ajustez chaque coin jusqu'à ce que la buse frotte légèrement le papier sans l'empêcher de passer. Astuce de pro. Avec le firmware Clipper, consultez la carte du niveau du plateau pour vérifier si l'étape est nécessaire. Mais malheureusement, ici encore, de nombreux fabricants n'offrent plus réellement cette fonctionnalité. Enfin, nous avons le pied d'éléphant qui ressemble à ceci. C'est un gonflement de la couche superficielle. Même si votre décalage Z est bien réglé pour certains matériaux, ce problème peut réapparaître. Mais heureusement, il existe en fait un réglage directement intégré dans votre slicer pour vous aider à corriger cela très facilement. Cherchez la compensation du pied d'éléphant et ajustez les réglages jusqu'au résultat parfait. Cependant, je voudrais faire une petite remarque ici, car ce problème peut aussi être causé par une température du plateau trop élevée. Vérifiez cela et comparez avec la recommandation du fabricant sur la bobine avant de modifier d'autres réglages. Après tous les problèmes liés au plateau, le type de problème le plus courant, aussi bien dans les mariages que dans l'impression 3D, concerne l'extrusion. Alors allons-y et examinons chacun de ces problèmes potentiels. Dans un instant, nous allons aborder certains des problèmes plus ésotériques et inhabituels que vous ne connaissez peut-être pas encore. Mais avant cela, parlons rapidement des bouchons de buse. Bien que la qualité du filament ait progressé, les bouchons de buse persistent en impression 3D. Et d'ailleurs, tous les bouchons de buse ne sont pas immédiatement évidents. Un bouchon partiel de la buse peut passer inaperçu, sauf par une légère sous-extrusion que nous aborderons bientôt. Par exemple, le filament ne sort pas droit de la buse lors du chargement. La méthode la plus rapide pour déboucher une buse est d'utiliser une aiguille d'acupuncture, mais ce n'est pas toujours la plus efficace. Il est donc utile d'apprendre le nettoyage à froid dès maintenant. J'ai déjà expliqué cette méthode sur la chaîne et réalisé un court-métrage YouTube à ce sujet. Je mets le lien ci-dessous pour que vous puissiez regarder. Un nettoyage à froid consiste à laisser le filament refroidir à environ 100 degrés Celsius dans la buse, puis à le retirer. Assez simple. Mais que faire si vous continuez à avoir des bouchons de buse encore et encore avec un filament dont vous savez qu'il est bon? Eh bien dans ce cas, il est probable que vous soyez confronté à un problème de remontée de chaleur. Maintenant, permettez-moi d'expliquer ce que c'est. Pour pousser le filament dans l'extrudeuse, l'imprimante 3D doit séparer nettement la zone chaude de la zone froide. C'est pourquoi il y a un dissipateur thermique et un ventilateur juste au-dessus de la barrière thermique. Si ce ventilateur est endommagé, sale ou déconnecté, l'imprimante se bouchera, plus vite que moi à Hong Kong. Pour résoudre ce problème, vérifiez ou changez le ventilateur du dissipateur en assurant un flux d'air suffisant sur la tête chauffante. Notez que certaines imprimantes fermées exigent d'ouvrir manuellement la porte ou le couvercle lors de l'impression de PLA ou PETG. Sinon, la température interne peut dépasser la capacité de refroidissement du ventilateur et du dissipateur. Je suis cependant ravi de voir de plus en plus d'imprimantes gérer cela automatiquement. La sous-extrusion est un autre problème fréquent en impression 3D. Vous pouvez l'identifier par de petits trous ou espaces au centre de l'extrusion, surtout lors de longues extrusions continues. Voici à quoi cela ressemble. Cela signifie que l'imprimante pousse le filament plus vite que la tête ne peut le fondre. Plusieurs causes sont possibles. Vous pourriez bien sûr imprimer trop vite pour le filament que vous utilisez réellement. Vous pourriez avoir un bouchon partiel, comme je l'ai mentionné précédemment, ou même une roue d'entraînement de l'extrudeur qui glisse, ou encore des réglages de température trop bas. Avant tout, je vous conseille d'écarter les problèmes mécaniques, comme un bouchon partiel ou une roue d'entraînement de l'extrudeur qui glisse. Surtout si c'est un filament que vous avez déjà utilisé auparavant. Maintenant, si vous êtes sûr que ce n'est pas un problème mécanique. La meilleure façon de diagnostiquer ce problème est de tester le débit du filament avec les outils d'Orca Slicer. Réglez la température au maximum conseillé par le fabricant, lancez l'impression, ajustez les débits dans votre profil de découpe et réessayez. Que faire si ces petits espaces sont dans les coins ou jointures et non dans les longues sections? Eh bien, dans ce cas, votre problème n'est pas le débit maximal, mais plutôt quelque chose qu'on appelle l'avance de pression. Différents plastiques ont des viscosités variées et donc s'écoulent différemment selon leur composition. Selon la géométrie à travers laquelle ils circulent, tout cela reste très complexe. Nos imprimantes 3D trancheurs et micrologiciels
utilise l'avance de pression qui ajuste le flux en anticipant un ralentissement ou une accélération. Maintenant, certaines imprimantes font même cela automatiquement directement dans l'imprimante, en testant l'extrusion avant de commencer une impression. Si vous voyez encore des espaces dans les coins et joints, c'est que votre imprimante ou profil surcompense avec une avance de pression trop élevée, comme dans le problème précédent. Cela peut être résolu en imprimant un test d'avance de pression dans Orca Slicer afin d'obtenir la valeur idéale pour votre filament spécifique. Et c'est probablement quelque chose que vous devriez faire avec chaque nouveau filament que vous achetez pour aller encore plus loin. Vous pouvez aussi imprimer une tour de température pour déterminer la meilleure température pour ce filament, avant de tester d'autres paramètres comme l'avance de pression. Enregistrez les nouvelles valeurs dans un profil, sinon vous devrez tout recommencer à chaque fois. Mais que faire si vous avez le problème inverse, que vos coins sont arrondis et que vos détails semblent flous? Eh bien, cela est causé par le problème inverse, une valeur d'avance de pression trop basse. En gros, votre imprimante ou votre slicer ne compense pas suffisamment le fait qu'il va falloir ralentir dans les coins ou pour les petits détails. Et en conséquence, ces détails sont en fait surextrudés dans ces zones spécifiques. Vous connaissez déjà la solution, imprimez un test d'avance de pression et ajustez. Mais que faire si toute votre impression manque de précision? Si les dimensions ne sont pas précises, les lignes sont moches et les pièces ne s'emboîtent pas? Dans ce cas, il s'agit peut-être de surextrusion. Il faut admettre que ce problème est plus rare, car la plupart des trancheurs modernes ont des multiplicateurs d'extrusion assez bons pour la plupart des filaments courants. Et votre imprimante est probablement livrée avec des pas d'extrudeur correctement calibrés depuis l'usine, à moins qu'il ne s'agisse d'une imprimante à monter soi-même. En testant des filaments plus exotiques, ce que je recommande, vous rencontrerez sûrement ce problème un jour. Autant savoir l'identifier maintenant. Malheureusement, il n'est pas aussi simple à régler que les autres, car aucun test définitif n'indique quelle valeur entrer. Un bon point de départ, cependant, est simplement de vérifier les recommandations du fabricant et de voir quel multiplicateur d'extrusion il suggère. Vous pouvez aussi explorer des filaments similaires d'autres marques dans votre trancheur ou consulter des profils d'autres entreprises. Pour avoir une idée des valeurs de départ, vous pouvez ensuite ajuster le pourcentage de flux directement sur l'imprimante pendant l'impression. Parlons maintenant du retrait. C'est l'un de ces problèmes agaçants où votre impression semble absolument parfaite. Mais quand vous l'utilisez, vous réalisez qu'elle est un peu trop petite. Un roulement peut ne pas entrer dans son logement ou un couvercle ne pas s'enclencher sur une boîte. Maintenant, je veux être clair ici et préciser que nous ne parlons pas seulement des trous qui sont plus petits, ce qui est une chose différente. Cela vient de la manière dont votre imprimante 3D crée les trous, gérés par un autre paramètre du slicer. Ici, précisément, je parle du fait que tout est juste un tout petit peu trop petit, même les lignes droites. Cela s'explique simplement par un cas classique de physique qui joue contre vous. Quand le plastique refroidit de son point de fusion à température ambiante, il se contracte. Certains matériaux comme le PLA rétrécissent très peu, généralement moins d'1%, mais des matériaux plus professionnels ou exotiques comme l'ABS ou le nylon peuvent rétrécir beaucoup plus, parfois jusqu'à 2 ou même 3%. Pour corriger cela, vous pouvez simplement agrandir un peu votre modèle dans le slicer avant l'impression. Cela ne règle le problème qu'une fois. Pour l'éviter à l'avenir, faites-le correctement lors du prochain usage de ce filament. La majorité des slicers modernes, dont Orca Slicer, proposent un réglage pour compenser le retrait. En imprimant un cube de calibration et en le mesurant précisément avec un pied à coulisse, vous pouvez ajuster une valeur que le slicer utilisera pour compenser ses dimensions à l'avenir. Pour vous, cela prend 5 minutes de calibration en plus, mais cela vous évitera sûrement la frustration de devoir réimprimer des pièces qui ne s'ajustent pas. Vous pouvez aussi consulter les profils d'autres entreprises comme point de départ. Enregistrez ces valeurs dans un profil de filament personnalisé pour les retrouver facilement la prochaine fois. Le problème d'extrusion le plus fréquent est le suintement ou la formation de fils, donnant ce type d'impression. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause. Tout d'abord, il se peut que votre température soit simplement trop élevée, alors pensez à imprimer une tour de température comme celle que nous avons mentionnée précédemment. Deuxièmement, vos distances de rétraction peuvent être incorrectes, ce qui signifie que votre imprimante rétracte soit trop, soit pas assez lorsqu'elle se déplace entre les extrusions. Ici encore, il existe un test intégré directement dans Orca Slicer pour vous aider à régler ce paramètre. Et enfin, cela peut aussi venir de votre filament lui-même. Tous les plastiques absorbent l'eau à des degrés divers. Certains sont hygroscopiques,
comme le PETG et le TPU. Sécher votre filament avec un séchoir avant d'imprimer est toujours utile. Voici comment vérifier si c'est nécessaire et si l'humidité du filament cause le problème. Levez la buse pour voir dessous, chargez le filament et extrudez. Si vous entendez des crépitements ou voyez des bulles, félicitations. Votre filament est humide. Séchez-le selon ce tableau et réessayez si besoin. Vous pouvez aussi modifier la vitesse de déplacement ou activer, éviter de traverser les périmètres en dernier recours au lieu de vraiment résoudre le problème. Que faire si certaines zones de l'impression sont correctes, mais que les détails manquent de netteté? Ils ne sont pas toujours mauvais dans un domaine précis, comme lors de l'avance de pression, il manque simplement de netteté. Celui-ci est plus difficile à diagnostiquer car cela peut venir de la vitesse d'impression ou du système de mouvement que nous aborderons dans la section suivante. Cela peut aussi venir d'une buse usée. Les buses 3D sont des consommables et s'usent vite avec les composites actuels carbone ou verre. Ce problème peut rester longtemps inaperçu car la baisse de qualité est lente et presque invisible. C'est comme ne pas remarquer qu'on vieillit, sauf si on publie des milliers de vidéos sur YouTube et qu'on se dit « Mon Dieu, qu'est-il arrivé ?» Pour éviter ce problème, retirez, nettoyez et inspectez votre buse. Si ce n'est pas circulaire ou si le cercle paraît plus grand qu'une buse neuve, remplacez-la. Problème résolu. Nous avons donc parlé des détails moches, des couches inférieures de moches, des grandes zones moches, mais que faire si vos surfaces supérieures sont moches? C'est un peu comme la surextrusion, mais seulement sur la couche supérieure. Heureusement, c'est pour cela que nos trancheurs offrent un meilleur contrôle sur cette couche supérieure. Nous pouvons d'abord ajuster la largeur d'extrusion de la couche supérieure pour la rendre plus fine ou plus épaisse. Ensuite, ralentissez les couches supérieures pour une meilleure qualité. Vous pouvez aussi ajouter des couches pour lisser les imperfections. On peut aussi extruder un seul périmètre sur la couche supérieure. Et cela peut faire une énorme différence dans l'aspect final de l'impression, car sur la couche supérieure, nous n'avons tout simplement pas la surface d'impression. Pour écraser les couches ensemble et créer une surface belle et uniforme. Cependant, si vous souhaitez obtenir cet aspect, ou quelque chose de similaire, à la fois sur les couches supérieures et inférieures, vous devrez vous intéresser à une fonctionnalité appelée repassage. L'imprimante repasse sur une surface vers le haut, extrudant un peu de plastique pour combler les espaces entre les lignes. Cela prend énormément de temps à faire et il est vraiment difficile d'obtenir un bon résultat sans effectuer un calibrage approfondi. Mais si votre application nécessite des couches supérieures soyeuses et lisses et que vous n'avez pas envie de les poncer, parce que qui aime poncer? Alors c'est la solution à adopter. Enfin, un dernier problème d'extrusion avant d'aborder ceux du refroidissement. Les supports sont souvent nécessaires en impression 3D, mais ne devraient pas être difficiles à enlever. Si vos supports adhèrent aux matériaux d'une manière qui laisse des marques ou qui rend leur retrait difficile, alors vous avez plusieurs options. Cela peut être dû à un refroidissement insuffisant, ce que nous allons aborder dans une section entière juste après. Mais il se peut aussi que ce soit aussi simple que d'ajuster les paramètres. Vous disposez d'un large éventail de paramètres dans le slicer, y compris la distance entre les supports et votre impression. Le nombre de couches d'interface et même des réglages encore plus précis qui contrôlent l'espacement entre les extrusions sur les couches d'interface réelles, vous pouvez même contrôler la vitesse à laquelle les supports sont imprimés. Pour être honnête, vous n'avez généralement pas besoin de modifier tout cela, surtout avec de bons profils du fabricant de votre imprimante 3D. Il suffit souvent d'augmenter la distance ou de ralentir la vitesse d'impression des supports, ou d'ajouter une couche d'interface pour faciliter leur retrait avec la plupart des matériaux. Mais avec tant de variables et de matériaux différents, c'est complexe. Vous devrez vraiment vous inspirer des profils facilement disponibles et expérimenter jusqu'à trouver ce qui fonctionne bien pour vous. Mince, l'impression 3D semble vraiment difficile. Il y a tellement de petits détails qui peuvent mal tourner ou complètement ruiner votre impression. Ah oui, mais en réalité, il suffit souvent de choisir une imprimante 3D de qualité pour éviter la plupart de ces problèmes. D'une entreprise qui teste rigoureusement son matériel, ses logiciels et ses profils. Je suppose que tu as raison, beaucoup de ces choses dépendent effectivement du calibrage. Et j'attendrai en quelque sorte que le fabricant de mon imprimante 3D fournisse ce genre de choses pour moi, non? Non? Ah, je sais, c'est clair. Honnêtement, c'est vraiment l'une de mes plus grandes frustrations avec les fabricants d'imprimantes 3D. C'est pourquoi j'utilise surtout des machines Prusa dans mon atelier et ma ferme d'impression. Elles ne sont pas vraiment très chères,
Oui, tu paies un peu plus cher que d'autres machines, mais tu obtiens beaucoup. Une machine durable, à vie et évolutive. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle machine, au lieu de s'attendre à ce que tu en achètes une nouvelle, tu profites d'un support client 24h24, d'une sécurité garantie, de matériel et micro-logiciels open source, ainsi que d'un écosystème complet de logiciels, trancheurs et filaments compatibles. Tu soutiens une entreprise qui contribue vraiment à la communauté 3D au lieu de seulement prendre. Je fais encore de la pub, hein? Nous avons abordé les problèmes de plateau et d'extrusion. Voyons maintenant les problèmes de refroidissement, qui sont un peu plus simples que les autres abordés dans cette vidéo. Parce qu'en réalité, il ne peut y avoir que trop de refroidissement ou pas assez. Je vais donc aborder ces points plus brièvement, en montrant leur apparence et leur cause. Notre premier souci de refroidissement est une mauvaise adhésion des couches. Cela peut venir d'une impression trop rapide, à basse température ou dans un environnement froid, surtout avec des matériaux exotiques. Ce problème vient surtout des filaments de plastique issus de deux couches séparées qui ne sont pas assez chauds lors de leur fusion. Maintenant, si vous êtes raisonnablement sûr d'imprimer à la bonne température et que vous n'avez pas sélectionné le mauvais profil, par exemple, et que vous n'imprimez pas à des vitesses ou des débits excessivement élevés, ou dans un environnement particulièrement froid, alors, très probablement, votre refroidissement est simplement trop élevé maintenant. Le matériau refroidirait trop vite avant de pouvoir bien se lier à la couche précédente. Cela peut arriver si vous passez de l'impression surtout de PETG et PLA, qui demandent un refroidissement maximal, à l'impression d'ABS, nylon ou polycarbonate, qui préfèrent très peu de refroidissement. Diminuer le refroidissement sans nuire à l'impression des ponts ou surplombs, cela prépare bien à aborder les échecs de ces éléments. Comme vous le savez, une imprimante 3D ne peut pas imprimer un porte-à-faux dans le vide, même si elle gère des ponts ou surplombs modérés d'environ 5 degrés. Si vous avez des soucis avec les ponts ou surplombs, comme un affaissement, un refroidissement insuffisant en est probablement la cause. Cependant, cela reste délicat car votre ventilateur de refroidissement est peut-être déjà à 100% pour les ponts et surplombs. Pour finalement voir que le résultat reste insatisfaisant, même après avoir activé la fonction de ralentissement dans votre trancheur, les résultats demeurent moyens. Dans ce cas, le problème vient probablement aussi de la direction de la sortie d'air du ventilateur de refroidissement. Certaines imprimantes, 3D comme celle de PR-USA, offrent un refroidissement à 360 degrés, tandis que d'autres ont un flux d'air très directionnel à la sortie du ventilateur. Certains fabricants d'imprimantes ont ajouté des ventilateurs auxiliaires pour résoudre ce problème. Vous avez aussi plusieurs solutions pour y remédier. L'une est rapide, l'autre plus compliquée. La solution rapide consiste simplement à essayer de faire pivoter la pièce afin que tous les surplombs soient orientés vers le ventilateur de refroidissement de la pièce, la grille d'aération ou le ventilateur auxiliaire. Avec l'expérience, vous saurez dans quelle direction vos imprimantes refroidissent le mieux et pourrez planifier en conséquence. L'autre solution consiste évidemment à améliorer votre système de refroidissement. Il existe toutes sortes de modifications allant de petits ajustements pour votre imprimante spécifique à des conceptions complètes de nouvelles têtes d'outils ou même des ventilateurs auxiliaires à ajouter. Donc, si vous prévoyez d'imprimer beaucoup de ponts et de surplombs, surtout avec des matériaux comme le PLA et le PETG, cela peut valoir la peine d'investir dans certaines de ces améliorations. Problème fréquent sur de nombreuses imprimantes 3D d'entrée de gamme, le pillowing, où les couches supérieures s'affaissent sur le remplissage. Plutôt que de faire un pont correctement, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose qu'un mauvais pontage. Vous n'avez tout simplement pas assez de refroidissement pour réaliser un pont correct. Mais contrairement à ce cas-là, celui-ci peut être résolu avec un simple réglage plutôt qu'une amélioration matérielle. Si vous ne pouvez plus augmenter la vitesse du ventilateur, ajoutez une ou deux couches supérieures pour masquer l'imperfection. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de la vidéo, les problèmes de mouvement. Maintenant, le premier problème lié au mouvement, le plus courant et le plus décevant, doit être le fameux décalage de couches. Quand votre imprimante saute des pas sur l'axe X ou Y, elle continue d'imprimer, mais au mauvais endroit. J'ai abordé ce problème bien plus tard dans la vidéo, car, de façon frustrante, il existe de nombreuses raisons au décalage de couches, dont plusieurs déjà évoquées. Par exemple, vous pourriez avoir des problèmes de surextrusion, ce qui fait que la buse entre en collision. Vous pourriez imprimer trop vite, vous pourriez avoir un problème de refroidissement qui fait que les couches se soulèvent, ou peut-être votre seau en Z. Le réglage qui soulève la buse pour éviter de heurter l'impression est réglé trop bas ou trop rapide.
Heureusement, Orca Slicer propose des tests pour ajuster la plupart de ces réglages, ce qui en fait un bon point de départ. Les décalages de couches peuvent aussi résulter de problèmes plus graves. Cela inclut des courroies mal tendues, des débris dans les poulies folles, un manque de lubrification, une obstruction du trajet de la tête d'outil ou du filament, ou des roulements endommagés. Si ajuster vitesse, refroidissement, extrusion, multiplicateur et Z-hop ne suffit pas, désactivez les moteurs et déplacez la tête d'outil sur toute la plage de mouvement. Essayez de détecter toute zone de résistance ou de friction. Vous voyez où une collision pourrait se produire. Si tout est correct, le problème vient sûrement de la vitesse d'impression ou de la tension de la courroie. Abordons cela dans la section sur le ghosting et le ringing. Le ghosting ou ringing est inévitable avec les imprimantes 3D. Mais si vous constatez plus que ce qui est considéré comme normal, par exemple ces impressions que vous voyez à l'écran, il peut y avoir plusieurs causes différentes. Vérifiez d'abord la tension des courroies. Avec le temps, celles de votre imprimante 3D peuvent se dérégler, causant vibrations et imprécisions. Certaines entreprises publient des guides sur la façon de tendre les courroies de leurs imprimantes spécifiques, tandis que d'autres suggèrent des outils pour mesurer la tension des courroies. Certaines, comme Prusa, proposent déjà dans leur application smartphone un outil pour régler la tension des courroies. Vérifiez la tension des courroies tous les quelques mois pour garantir le bon fonctionnement de votre imprimante. Si la tension des courroies est correcte mais que les problèmes persistent, il faut alors vérifier la compensation de résonance. C'est là que votre imprimante 3D mesure les fréquences de résonance sur chaque axe et les compense lors de l'envoi des commandes de mouvement. Beaucoup d'imprimantes le font automatiquement, à la configuration ou avant l'impression. Si ce n'est pas le cas, lancez manuellement une mesure et enregistrez les valeurs. Et même si votre imprimante n'a pas d'accéléromètre intégré sur la tête d'outil, vous pouvez en fait en acheter un externe pour les imprimantes qui fonctionnent sous Clipper ou même chez Prusa si vous possédez l'une de leurs imprimantes maintenant. Cette étape est requise si vous avez modifié l'outil, la tête ou le système de mouvement. Cela créerait d'autres résonances, comme en ajoutant ou en déplaçant du poids. Enfin, le Z-banding est l'un des problèmes esthétiques les plus frustrants car il peut persister. Repérez-le grâce aux lignes horizontales ou nervures régulières sur les parois verticales de votre impression 3D. Contrairement au décalage de couches aléatoire, ce motif rythmique donne aux surfaces lisses un aspect topographique. Deux causes principales l'expliquent généralement. La première est d'ordre mécanique, impliquant généralement la vis mère de l'axe Z. Si cette tige est même légèrement tordue, ou si l'écrou qui la fait monter et descendre se bloque, cela fera osciller la buse selon un motif répétitif à mesure que le portique monte. Pour corriger cela, assurez-vous que la vie mère est propre et lubrifiée. Vérifiez aussi le coupleur entre le moteur et la tige. S'il est mal serré ou aligné, cela cause des problèmes. La seconde cause, souvent oubliée, est thermique. Si la température de la buse ou du plateau varie durant l'impression, le plastique se dilate ou se contracte différemment, formant ces bandes visibles. La solution est le réglage proportionnel intégral dérivé disponible via un outil de calibration sur la plupart des imprimantes modernes. Cela apprend essentiellement à votre imprimante comment maintenir une température parfaitement stable, ce qui peut souvent lisser instantanément ses parois. Au fait, si vous avez apprécié cette vidéo, honnêtement, cela a demandé beaucoup de travail à réaliser, donc cela ferait vraiment plaisir à moi et à l'équipe. Si vous preniez une seconde pour simplement aimer la vidéo et nous dire dans les commentaires ci-dessous si vous avez appris quelque chose. De plus, si ce genre de vidéo vous plaît, alors vous devriez vraiment cliquer sur le bouton d'abonnement, parce que c'est exactement le type de contenu que nous publions ici presque chaque semaine. En fait, nous avons récemment publié une vidéo exactement comme celle-ci. Nous avons partagé une douzaine des astuces et solutions de contournement les plus utiles mais méconnues pour vraiment améliorer votre flux de travail en impression 3D. Si vous aimez cette vidéo, vous allez certainement adorer celle-là, donc je vais la mettre en lien quelque part sur l'écran maintenant. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.